Compte à rebours sur l'enregistrement. Ok. 3, 2, 1, top! Salut tout le monde, comment ça va? Bonjour! Ça va, bonjour. Ouais, bah doucement comme d'hab. Doucement. C'est le 33e épisode d'un podcast trans. Moi, c'est Anne. Vous êtes peut-être pas habitué à entendre ma voix dans ce rôle-là, mais voilà, on va essayer, on va tenter le coup pour un épisode, on va voir ce que ça donne. Oui! On t'a jeté sur le On bus. va être très insubordonné, indiscipliné pour tester les limites de notre maîtresse de cérémonie. C'est vrai qu'on est très discipliné d'habitude. Oui. Oh là. Je propose qu'on commence par faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis un petit bout de temps, qui est le petit tour des actus de chacun, chacune. Jenna, est-ce que tu commencerais pas, tiens? Bonjour. La petite présentation qui va bien, évidemment. Je m'appelle Jenna, pronom elle, c'est ma première fois, alors soyez gentille. Et mon métier, c'est de faire des allers-retours entre Nantes et Paris. Je suis pas sûre de faire quoi que ce soit d'autre en ce moment. Et le week-end prochain, je fais ma première compétition de tir à l'arc. Et Wow. je suis très motivée. Slay. Genre, j'ai été c'est qualifié sur c'est la finale du championnat départemental. Oh, nice. Des débutants. Oui, mais quand même. Donc c'est un concours entre les personnes dans leur première année. Mais voilà, c'est ça, t'as commencé cette année, donc quand même. Ouais. Et les autres aussi, donc à niveau équivalent, t'es meilleur que les autres, là. Voilà. Dans les... Voilà, il va y avoir plein de monde, on va voir. Je suis un peu impatiente. Oui. Louis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers temps? Ouais. Je peux parler de... Le plus gros truc dont je peux parler, c'est que je vais enfin commencer les ateliers en hôpital de jour la semaine prochaine. Je vais avoir 28 ans aussi, ce qui me fait très bizarre. Voilà. La semaine prochaine. Et non, du coup, c'est à la fois cool parce que ça fait un moment que j'attends d'avoir des ateliers en hôpital de jour pour me soigner. Et à la fois, ça va être intense parce que le vendredi, mes ateliers commencent à 8h30 le matin, donc à Lyon, sachant que j'habite pas à Lyon et que je dois prendre un TER. Donc je vais devoir prendre le TER à 6h du mat, ça va être royal. Mais à part ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je vais peut-être avoir moins l'énergie de faire d'autres trucs. Voilà. Et je sais pas si je l'ai déjà dit parce que je savais pas quand est-ce que je pouvais le dire, mais je vais arbitrer les championnats du monde de roller derby parce que c'est officiellement. Wow, bravo. C'est maintenant que j'ai le droit de le dire. Au pire, ça vaut le coup de le dire plusieurs fois, ça t'as le C'est droit. ça. Mais championnat du monde, je me souvenais de championnat d'Europe, mais waouh, ok. Bah, en fait, j'ai fait un événement européen il y a 2 mois. J'en fais un autre en mai, mais qui sont pas des tournois européens officiels. Et là, cet été, le début juillet, je vais arbitrer les championnats du monde en Autriche, à Innsbruck. Voilà. Très bien. Slay à nouveau. Quelle classe. Je suis flippé, mais ça va être cool. Bonjour Flippé, moi c'est Charlie. Ah oui, moi c'est Louis, bonsoir. Du coup, salut Charlie, c'est quoi ton actu?
Donc moi c'est Charlie, pronom il. Mon actu c'est que mon enquête de thèse a dépassé les 300 réponses la semaine dernière et c'est une super nouvelle. Rappel aux auditeuristes et notamment aux auditeuristes transmasques que vous avez jusqu'à fin juin pour répondre à cette enquête, donc n'hésitez pas. Voilà. Suivez-moi sur Instagram @archétypetrans et le thème c'est la façon dont les personnages de fiction masculins et les représentations de masculinité vous ont influencé dans votre identité de genre, dans votre construction de masculinité. Voilà. C'est mon actu principal. Je vis pour ça en ce moment. Donc, Et toi, Anne, as-tu des actus? Moi, je reviens d'un gros Tour de France qui m'a pris un peu plus d'un mois, que j'ai fait parce que j'avais envie d'aller voir plein de gens à gauche à droite et qui m'a fait beaucoup de bien en fait. Ça fait plaisir de voir certaines personnes que j'avais pas vues depuis, pour certaines, plus de 2 ou 3 ans. Et, euh, et aussi, je sais pas, il y a un côté où ça fait beaucoup de bien de se retrouver un peu, de se rendre compte qu'on peut on peut voyager par soi-même, on peut voir des gens et l'anxiété sociale est gérable et tout se passe bien et voilà. C'est un peu ça mon actu récente et là je suis encore sur mon boost je vais pas dire de confiance, mais voilà, je suis bien boosté à ça maintenant une fois rentré dans mes pénates à Amsterdam. T'as été dans quel coin sympa? Des coins sympas. J'ai fait un grand tour en passant par Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, Metz, Luxembourg, Bruxelles. Voilà, une grande boucle, quoi. Effectivement. Ça fait très envie. Ouais, alors en train c'est pas trop cher, ça se fait. Faut juste avoir du temps, quoi. C'est un peu notre guide à tout en termes de lesbienne, de relations à distance et trucs comme ça. D'aller. La pensée est pas claire dans ma tête, mais voilà. Non, si. On reviendra avec un sponsoring SNCF très bientôt. Ouais. On l'avait. Je te le souhaite, hein, franchement. Ah j'ai besoin, moi. Hein. Je fais tellement d'aller-retour pour faire tous les gymnases de France avec le roller derby que genre l'autre jour, j'ouvre une vidéo YouTube, il y a une pub SNCF et je dis à ma coloc, franchement ils ont pas besoin, genre j'en donne déjà assez d'argent, vraiment, ce n'était pas nécessaire. Nous sommes déjà de très bons clients, arrêtez. C'est ça. Je propose qu'on passe au premier sujet qu'on a prévu ce soir et il me semble que Jenna a très envie de nous parler de Twilight. Oui, j'ai une espèce de tradition de prendre un sujet et de lui faire un gros câlin ou de le défendre contre les attaques de tout le monde. Il faut reconnaître que Twilight, qui est quand même un... J'ai pas regardé quand est-ce que les romans ou les films ou le premier film sont sortis, mais ça fait 15 ou 20 ans maintenant peut-être. Et ça a été un sport mondial que de se moquer à la fois des romans, puis des films et de Kristen Stewart. Et ça, j'ai toujours trouvé ça incompréhensible et révoltant. Et j'ai ressenti le besoin de comprendre pourquoi, en fait. C'est pas juste une question de justice que de défendre tout et n'importe quoi, parce que après tout, je pourrais aimer une œuvre qui est pas terrible. Ça peut arriver, je suis très bonne cliente. Mais je crois que ça a cliqué dans ma tête récemment que notamment la critique de Kristen Stewart qui disait qu'elle jouait sans émotion et qu'elle était fade et qu'elle saurait jamais rien jouer d'autre. D'une part, elle a prouvé que c'était pas vrai, mais en plus, moi, ça m'avait atteinte parce que je me suis reconnue dans sa façon d'être dans le film. Et là où ça a cliqué, c'est qu'à partir du moment qu'on accepte que Bella est autiste et que son père est autiste, le film, il prend complètement un sens différent. Et que mon attachement, il a un sens. Et que d'un coup, j'ai envie de défendre ces personnages. Et du coup, le film.
Et donc, comme je fais d'habitude, je vais lister des très bonnes raisons de diagnostiquer Bella et son père. Premier chapitre, le besoin de routine. Bella explique qu'elle préfère déménager à Forks, qui est dans le trou du cul du monde, qui est un moment temporaire d'adaptation, et ensuite la routine, à une vie d'instabilité permanente qu'elle aurait vécue à cause de la carrière de son beau-père. Elle et Charlie, son père, s'accrochent à des rituels et ont besoin d'aller régulièrement dans le même restaurant, commander la même chose. Et c'est quelque chose qui est... vous avez peut-être déjà rencontré ça, par exemple, au moment de choisir quoi manger le midi quand on est au bureau. Oh non, japonais, on a déjà mangé ça la dernière fois. Enfin, ou voire la semaine dernière, voire... Enfin, si c'est bon, je peux le manger demain, quoi. Enfin, le remanger. Et ce qu'on comprend finalement, c'est que Charlie n'est plus avec la mère de Bella parce que elle comprend pas et elle rejette ce besoin de routine. Et c'est ce qui rapproche Bella et son père. La deuxième partie d'un diagnostic d'autisme, c'est les difficultés sociales et sensorielles. Et c'est quelque chose qu'on peut constater. Bella, elle a des aversions alimentaires. Et elle s'habille pour le confort et pas pour la mode. Et elle comprend pas le besoin de mode. Et elle se sent décalée socialement. Par exemple, quand elle rencontre Edward et que elle a une réaction de rejet, de repli, la façon dont elle en parle, c'est qu'elle a peur d'avoir raté des codes sociaux. Et elle le met sur son compte à elle, au lieu d'essayer d'analyser aussi l'autre, en fait. De manière plus cachée, c'est Edward. Dans cet univers-là, chacun des vampires a un super pouvoir en plus d'être un vampire. Donc il y en a qui arrivent à influencer les émotions des autres, il y en a qui arrivent à, comme Edward, entendre les pensées des autres. Et il n'arrive pas à entendre les pensées de Bella. Et la façon dont il en parle, c'est qu'il dit qu'il a l'impression que Bella est sur une fréquence différente. Et peut-être que si vous, ici, ou vous qui écoutez, vous êtes autiste, vous savez que c'est une critique récurrente que de ne pas... que les autres n'arrivent pas à percevoir notre communication non verbale ou à critiquer une communication non verbale non conventionnelle. Et c'est exactement ce qu'Edward dit en disant qu'il arrive à lire tout le monde mais pas elle. Et c'était ça a été émouvant de cliquer sur ce fait-là en y repensant. Et puis il y a la façon dont Charlie et Bella réagissent aux communications sociales, par exemple la façon dont Bella est mal à l'aise dans les contacts physiques, par exemple les câlins d'Alice. Alice est extrêmement expansive et Bella se raidit instantanément dans ces moments-là. Et Charlie, alors Charlie est un rôle particulier parce qu'il est présenté comme un homme, donc standard, mais aussi quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions, et c'est pas exactement vrai parce qu'il exprime ses émotions quand il est avec son seul ami proche, qui est le père de Jacob. Et donc il sait exprimer des émotions, il a juste un seul ami, comme vous et moi. Voilà en ce qui concerne mon diagnostic d'autorité. Et c'est une liberté que je prends parce que ce sont des personnages de fiction, donc je ne fais de mal à personne. Ne faites pas ça en vrai sur des personnages, sur des personnes réelles. La deuxième raison pour laquelle cette œuvre est toujours importante pour moi, c'est
euh, ça vous est certainement déjà arrivé en regardant le plus souvent une comédie romantique ou parfois un drame amoureux, de vous dire « mais tout ça n'arriverait pas si vous étiez polyamoureux. Il n'y aurait pas tous ces morts et tous ces drames si vous étiez polyamoureux. » Et un des ressorts de l'œuvre de Twilight, c'est la rivalité entre Edward et Jacob vis-à-vis de Bella. Et passer cette petite indignation habituelle et un peu fun en vrai sur l'occasion manquée du polyamour, justement Twilight bifurque. Et cette rivalité va exister tout le long de l'œuvre, mais à un moment donné, les deux connards de mal alpha décident d'accepter de vivre dans un trio pour le bien du polycule. La scène dans la tente. Par exemple, la scène dans la tente qui, évidemment, a mis en sueur tout le monde. Grâce à Jacob. Grâce à la chaleur de Jacob. Spécifiquement, il y a un truc qui a été déclaré extrêmement cringe par plein de gens. Et qui est le fait que, dans cet univers, les loups-garous imprint, pas trouvé de traduction, mais imprègne. C'est pas vraiment ça parce que mettre leur empreinte sur. Non, ça va dans l'autre sens. Pour moi, imprint justement, c'est s'accrocher à. C'est pas l'empreinte de Jacob sur la fille de Bella. Tu veux le mettre comme on l'utilise dans les milieux, genre dans les comportements animaux, c'est marqué. Ok. Mais du coup, ça, c'est une traduction qui est un peu bancale parce que c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Enfin, mais il n'y a pas de marque de Jacob sur l'enfant. Il y a le fait que Jacob s'attache à l'enfant et se considère lié par une espèce de pacte éternel d'amour et de protection. Et là où c'est lu cringe, c'est que automatiquement les gens ont lu cette histoire comme étant comme si c'était un mariage arrangé et que arrivé à un certain âge, il allait épouser cet enfant. Et d'une part, je n'ai pas vu ça dans l'œuvre, mais je ne crois pas que ce soit écrit comme ça dans l'œuvre. Mais la façon dont moi je l'ai perçu instantanément, ça a été je suis dans ce groupe parental à m'occuper d'un enfant à côté des deux parents légaux et biologiques. Je me considère comme un parent à part entière, j'ai la pleine responsabilité de cet enfant aussi. Je me battrai jusqu'à la mort pour cet enfant. Pour la survie en fait de cet enfant. Et c'est pas quelque chose qui est communément accepté en fait. Actuellement, le rôle de beau-parent, le rôle de parent social, il n'est que de temps en temps dans nos communautés queer considéré comme un rôle de parent à part entière, mais dans la vie hétéro, c'est en général le mari de ma mère, c'est un connard. Le mari de ma mère est quelqu'un qui a ostensiblement ne s'est pas intéressé à moi, ne m'a pas aimé et a fait une vraie différence avec ses vrais enfants. Et là, Jacob, il est à l'opposé de ça. Et là où ça a résonné en moi, c'est que à l'époque, j'étais dans une histoire polyamoureuse avec une femme hétéro, mariée avec un homme et avec un enfant. Et ça a résonné de voir Jacob décider de donner sa vie pour cet enfant, parce que moi, j'avais donné ma vie pour cet enfant. Et je me suis reconnue là dans un rôle qui n'est finalement jamais représenté. Et voilà, c'était émouvant. Et je regrette que ce soit aussi rare, et je regrette aussi que finalement il y a certainement d'autres représentations et j'ai envie d'en entendre d'autres, mais là
là, c'est non seulement dans un univers complètement extrêmement fictionnel, pas juste fiction mais fantasy, et finalement ça a été complètement incompris par la majorité du public. Et je ne connais pas assez la culture mormone pour voir à quel point est-ce qu'il fallait le comprendre différemment. Est-ce que effectivement ça voulait dire que cet enfant a été donné en mariage à un ami de la famille. Mais pour reprendre des mots que j'aime beaucoup de Mark Hamill à propos de la sexualité et de l'homosexualité de Luke Skywalker, une fois que l'œuvre est dans le public, si ça vous fait plaisir et si ça résonne en vous que Luke soit ace et gay, Luke est ace et gay. Voilà. Donc c'est mon Jacob. et peu importe l'éventuelle intention de l'autrice. Et voilà, j'ai terminé. Je vais avoir des réactions de personnes qui n'ont pas vu l'œuvre et je vais juste réagir au fait que tu as dit à un moment donné oui, alors si vous qui êtes ici, vous êtes autiste, j'étais en mode oui, non, mais alors là, du coup, c'est. Enfin, je pense qu'on peut vraiment juste renommer le podcast un podcast trans, autiste et polyamoureux, donc tu sais. Je préfère y aller doucement, tu vois. C'est la S'il y a des personnes dans la salle qui, si jamais, voilà, si vous êtes concernés, n'hésitez pas à lever la main. Bref. Je suis pas sûr que tout le monde ait eu son diag polia, donc. Pardon. Je veux essayer personne. Vous n'êtes pas des personnes éthiques sur ça. Je sais pas pourquoi je me sens. Nos amis exclusifs sont les bienvenus. Ils sont diag polia. Je vais pas te. Et nous respectons leur kink. Parce que l'exclusivité est un kink. Pour moi, l'exclusivité est un fétiche. Je suis en train de bifurquer sur un autre sujet, mais quand on y pense, ce besoin irrationnel d'être seul dans la vie de quelqu'un d'autre, on dirait vraiment un fétiche en fait. Ça a l'air d'être vraiment le seul truc qui permet à certains de jouir, c'est d'être le seul dans l'équation. Et quelque chose qui ne fonctionne pas quand on l'enlève. Donc ça répond à la définition du fétiche. De manière générale, toutes les sexualités et tous les systèmes de relations sont plus ou moins des fétiches, et c'est juste qu'il y en a certains qui sont tellement communs et acceptés que c'est ok, mais il y en a juste certains qui sont stigmatisés. C'est pour ça que je prends du plaisir à changer de référentiel. Toute forme de sexualité est un fétiche. C'est vrai. Mais c'est vrai que dans le fétichisme. Pardon. Dans les relations exclusives, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est aussi, en dehors de l'aspect purement sexuel, vraiment juste le fait de jouer ces espèces de scènes de jalousie ultra exagérées. Moi, je prends toujours l'exemple d'un couple mono dans mon entourage où la meuf fait à son mec, mais là, la caissière, elle t'a souri, quoi. Genre énervé. Et ça, c'est tellement l'exemple extrême du truc que je suis là à ce stade, oui, c'est probablement un jeu fétichiste plus qu'autre chose, quoi. Tout le monde connaît les règles, ils savent à quoi ils participent, et voilà. Je pense que j'ai des bons exemples de couples mono dans mon entourage où ça se passe pas comme ça, et du coup je suis un peu en mode je sais pas. Je crois que j'ai déraillé mon propre sujet en fait. Est-ce que vous voulez bien revenir à Twilight, s'il vous plaît? Oui. J'allais dire, j'aime bien l'interprétation que tu fais de Jacob là-dessus, parce que je pense que c'est la meilleure interprétation à avoir, même si dans l'œuvre c'est clairement présenté comme quelque chose de romantique. J'ai l'impression que c'est présenté comme quelque chose de romantique pour les autres imprinting. Mais juste pas pour celui-là. Enfin, peut-être que j'ai pas voulu le voir, mais... Ouais. Mais du coup, c'est bien que tu le dises comme ça. J'aime bien que ce soit lu comme ça. Parce que oui, c'est vrai que du coup, le truc... Déjà, je suis d'accord sur le fait que critiquer Twilight, franchement, c'est bas. Parce que c'est de la même manière qu'on critique, en fait, beaucoup de...
beaucoup de romances, notamment, et de bouquins de romances qui sont, qui sont ciblés à des femmes et des jeunes femmes. Et que du coup, parce que c'est le public cible, généralement, ça va être dévalorisé. Et c'est principalement la raison pour laquelle Twilight a été et est dévalorisé par plein de gens. Oui. Là où on peut critiquer Twilight, c'est parce que du coup, Stephenie Meyer est mormon et qu'il y a plein de trucs mormons dedans. Et notamment, alors, il y a des grosses théories sur le fait que les vampires, en fait, c'est comme ça qu'elle voit les anges, et que du coup, les vampires sont la manière dont les anges sont représentés dans son imaginaire. Mm-hmm. Et l'autre truc, il y a tout le truc autour de la grossesse de Bella, et notamment avec Rosalie, la sœur qui est contre le fait qu'elle arrête la grossesse. Et il y a vraiment tout un truc anti-avortement qui est sous-entendu avec la fin sur le dernier bouquin, en fait. Tu mets ça de côté, tu l'as en tête, tu t'en fous, genre tu peux le lire autrement, c'est ok. Je crois qu'il y a pour aller dans ton sens, il y a aussi le fait, cet attachement aussi à attendre le mariage, mais du coup à avoir besoin du mariage pour pouvoir baiser. Oui. Mais ça, c'est un couple, en fait. Enfin, tu vois, c'est pas général dans l'œuvre. Non, c'est pas général dans l'œuvre, et c'est juste, genre, tu vois, les petits trucs qui, quand tu le sais, t'es un peu en mode, ah oui, c'est vrai, tu vois, genre, notamment le fait que, genre, Bella risque de mourir de cette grossesse, mais genre, on s'en fout, tu vois, genre, il faut que le bébé naisse, quoi qu'il arrive. Mais, enfin, bref. Dans les faits, dans l'œuvre, Bella décide d'elle-même de garder l'enfant quand même, enfin, tu vois, genre, il y a un truc là-dessus. Donc, tu peux très bien, genre, mettre ça de côté et l'interpréter comme tu veux. Et en vrai, genre, c'est des films que j'aime bien revoir juste parce que, genre, il y a des trucs que je trouve très drôles. J'adore faire des ships entre les gens dans cette œuvre qui n'ont rien à voir à là. Genre, le ship Alice Bella, il existe. Et surtout, le ship Carlisle Charlie. Genre, vraiment, il sort de nulle part. Ouais. Alors, il sort de. Je pense qu'il est plus dans le fandom qui a lu le bouquin que dans vraiment les gens qui ont juste vu les films. Mais il existe et je l'aime beaucoup, ce ship. Voilà. Donc, pour les gens qui n'ont pas les. Carlisle, c'est Carlisle, ok. Carlisle. Ok. Oh ouais, pourquoi pas. Voilà. Les deux darons. Ouais, bah oui. Moi, je vais rajouter une raison pour laquelle il faut être un Twilight apologist, alors que encore une fois, jamais vu les films et que je ne veux pas les voir. Enfin, je n'y tiens vraiment pas. Ça m'intéresse pas. Voilà, on a déjà essayé de me faire regarder High School Musical en me disant mais si t'inquiète et tout ça. Non, j'ai pas aimé. Enfin, laissez-moi tranquille. Voilà, bref. C'est mon coming out en tant que hater des plus gros films des années 2010. Mais une des raisons que j'ajouterais à ta liste, c'est que moi, la raison pour laquelle j'étais un Twilight hater, c'est parce que j'étais un Potterhead et qu'il y avait une guerre entre le fandom de Harry Potter et le fandom de Twilight qui était réel. Hein. Ah si, il y avait du vrai feud entre les deux fanbases, de la même façon qu'il y avait du feud pour savoir si c'était les 5 Seconds of Summer ou One Direction qui était le groupe de l'année, de la même façon qu'il y a des feuds en permanence entre toutes les fanbases. Bref, et du coup là il y avait vraiment un gros truc entre les fans de Harry Potter et les fans de Twilight, et globalement tu ne pouvais pas aimer les deux, d'accord, c'était interdit, tu n'avais pas le droit, il fallait faire un choix. J'étais à fond dans les deux, moi. Enfin... Et bien tu étais une traîtresse, il fallait choisir, il fallait être loyal à une seule saga, d'accord, et moi j'ai fait l'erreur de choisir Harry Potter, donc voilà. Du coup, mais aujourd'hui, comme on déteste Harry Potter, vous avez le droit d'être des gros fans de Twilight et de dire que c'est la meilleure saga qui a jamais existé, pour pouvoir encore plus enfoncer Harry Potter. J'allais dire parce que oui, Stephenie Meyer, elle est mormon, il y a peut-être des messages qui sont hyper conservateurs dans Twilight derrière, mais ils sont facilement, tu peux facilement les overlook. Et a priori, alors, don't quote me on this, mais a priori, elle fait pas de propagande active contre les droits des gens. Genre, a priori, elle est juste en train de vivre sa vie et de profiter de son argent. La barre est si basse. Non mais, genre, the bar is in hell. Mais genre, a priori, tu peux, genre, te dire, ok, genre, peut-être elle a voté Trump, mais c'est le pire qu'elle ait fait. Elle est pas devant une clinique d'abortion en train d'être en mode, non! Oui, voilà, c'est ça. Elle est pas activement en train de financer
le fait que les jeunes personnes trans n'aient pas le droit de transitionner, quoi. Hmm. Si elle fait proprement séparer l'œuvre et l'artiste, c'est bien. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est vrai. Euh, Il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai Non. envie de rebondir dans ce que tu as dit, Jenna, mais vas-y, parle d'abord. T'avais quelque chose à dire. Dans l'épisode sur Linkin Park, dans l'introduction, j'ai dit que j'ai écouté on and off et que de manière certaine, j'ai beaucoup écouté Linkin Park en 2009. Et c'est parce qu'il y avait un morceau de Linkin Park dans la BO de Twilight, qui est Leave Out All the Rest. Et je me souviens avoir fait la référence, mais j'avais pas explicité que c'était à cause de Twilight. Moi, je voulais dire, je t'avais déjà vu, entendu et vu diagnostiquer des gens trans, mais je t'avais jamais vu faire avec de l'autisme, donc c'est une première pour moi. Je savais pas que c'était un Jenna segment qui existait, alors qu'il est, il est vraiment facile, et pour le coup, je trouve qu'il est bien plus évident que certains farfetch de transness qu'on a déjà fait dans ce podcast. Là, tu décrivais tout, et j'étais en mode, oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ça y est, au 33e épisode, enfin un peu de renouveau. Incroyable. Non, mais écoute, outre le fait que de toute façon, c'est misogyne de pas aimer Bella Swan, en plus, c'est validiste, donc allez vous faire foutre. Voilà. Ça. C'est lesbophobe de pas aimer Kristen Stewart. Oui, non, mais ça, évidemment. Même si à l'époque... Oh là, est-ce que vous vous rappelez de ça? Parce que, donc, moi, j'avais pas regardé Twilight. Mais, à l'époque, Kristen Stewart et Robbie d'amour, ils se dataient. Et Mais oui. elle l'a trompé avec son partenaire dans qui jouait le chasseur dans Blanche-Neige. Elle a joué dans une version de Blanche-Neige, Oui, Kristen Stewart, oui. at some point. Oui. Où elle joue une espèce de Blanche-Neige badass et tout ça, qui porte des pantalons, enfin, et bref. Et J'approuve. elle a trompé Robert Pattinson avec le mec qui jouait le chasseur dans ce film-là. Et du coup, ça unleash hell en termes de Qui est pas l'acteur de misogynie. Thor, un truc comme ça. Non, mais c'est un Chris gros... Hemsworth. Ah, c'est Chris Ouais. Hemsworth. Ah, c'est ça. Il me semble que c'est lui. Hein. C'est Donc, Blanche-Neige je et le vérifie en chasseur, même le temps. titre du film d'ailleurs. Mais, Ouais, c'est bien lui. Ok, très bien. Ok. Et bah... Waouh, beaucoup de choses à dire sur les frères Hemsworth, du coup, parce que il y a un diagramme qui est possible où on met Miley Cyrus et Kristen Stewart, et avec les deux frères Hemsworth au milieu, et la façon dont ces deux mecs ont attiré un maximum de misogynie sur des femmes qui, au final, sont des Walloweux exceptionnels et vraiment chouettes, et eux, c'est vraiment juste pas des bonnes personnes, finalement. Ah, Bah, en tout cas, avec ces meufs-là et dans ces relations-là, ils sont dans la team, non seulement je protège pas et je prends pas la parole pour protéger ma meuf ou dire quoi que ce soit aux gens qui les harcèlent, et en plus, bah, je suis juste un mec mid dans la relation en question, et voilà. Et pour le coup, Liam Hemsworth avait vraiment été nul à chier avec Miley Cyrus, et j'en parlerai un autre jour, mais je le déteste. moi je suis un peu triste parce que Chris Hemsworth, du coup, pour le coup, il y avait tout un truc à une époque sur internet, sur Thor Protector of Lesbian, tu vois, où tu le voyais avec des drapeaux lesbiens et tout, et du coup, genre, s'il a été nul dans sa relation avec Kristen Stewart, je suis un peu triste parce que, genre, je l'aimais bien. Est-ce qu'il a été activement nul ou juste il a pas défendu? Parce que De mémoire, c'est juste, il l'a pas défendu entre guillemets, mais c'était tellement une époque où les mecs étaient déjà... Elle a trompé l'autre, par exemple, tu vois. Enfin, Non, mais bien sûr. Mais il y avait tout le côté où les mecs étaient médiocres encore plus à ce moment-là, et en plus, tout était catastrophique. Je me rappelle des unes de Closer à l'époque. Oh waouh. T'étais tellement à fond. Ok. J'ai fait partie de ces gens. J'ai lu beaucoup de magazines People dans ma jeunesse. Oh waouh. Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas une fin à cette parenthèse people pour... Moi, faut que je finisse par raconter le truc, le lien entre le 11 septembre et 50 Shades of Grey, du coup. En plus, c'est une parenthèse People.
C'est une parenthèse people un peu. Ah bah ouais, Ah bah, une autre écoute, alors. pour faire le lien que Fifty Shades of Grey est une fanfiction de Twilight Exactement. et montre à quel point on peut interpréter Twilight de manière très différente et pas du tout mormone. Et voilà, maintenant c'est à toi. Oui, alors du coup, parce que ça allait être mentionné dedans. Donc, quel est le lien? Il faut savoir qu'après le 11 septembre, le chanteur de My Chemical Romance a tellement été touché par ça que c'est ça qui lui a poussé à créer le groupe en fait. Il faut savoir qu'une des raisons pour lesquelles Stephenie Meyer s'est mis à écrire Twilight, c'est parce qu'elle était inspirée par les chansons de My Chemical Romance. Oui. Hence, le lien entre Twilight et le 11 septembre. Et après, Fifty Shades of Grey est une parodie de Twilight. Et donc, on s'ensuit le lien entre le 11 septembre et Fifty Shades of Grey. Il y a plus. Il y a plus parce qu'il y a un lien, il y a une autre branche dans le, dans le truc, avec... Je veux un dessin. Mince, le dernier film de Nolan, pardon, Charlie aide-moi. Tenet? Tenet? Non, celui d'après, celui sur le mec qui a fait la bombe nucléaire. Ah, Oppenheimer. Oppenheimer, merci. Donc, On pourquoi il y a avait un lien avec collectivement Oppenheimer? oublié Oppenheimer. Oui. J'ai envie de le voir, mais j'ai pas au point de le voir. Moi, je me souviens juste des mêmes Barbenheimer, parce que du coup, il y avait Barbie et Oppenheimer qui sortaient en même oui. temps, les gens qui allaient aux deux et qui, du coup, mettaient des tenues qui étaient un peu incroyables entre deux. Bref. Encore une rivalité artificielle. Il faut une très bonne vessie pour Oppenheimer. Le lien, c'est que... donc, Robert, on arrive au Twilight de la branche de 11 septembre vers Fifty Shades. On arrive à Twilight. Robert Pattinson joue dans Twilight. Et dans Harry Potter. C'est vrai. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Je Donc, complète le dessin. ce qui lance sa carrière. Après ça, il veut activement s'éloigner de Twilight en faisant des rôles plus barrés les uns que les autres. Et il se trouve qu'il se fait repérer par Christopher Nolan pour Tenet à une soirée de gala suite au film Tenet. Robert Pattinson offre à Christopher Nolan la biographie de Oppenheimer qui inspire Nolan à faire le film Oppenheimer. Est-ce que c'est ça qui l'a inspiré à faire Batman après? Non, c'est Batman, c'est avant Jenna. J'ai regardé The Batman il y a pas longtemps. Pardon. Enfin, je l'avais déjà vu, mais j'ai adoré. Le Batman de Nolan, c'est avant. Mais Pattinson, il a fait un Batman après. Qui est aussi avant. Il est avant Oppenheimer aussi. Il est avant Oppenheimer aussi, ouais. Ok. Non, le truc avec Batman, c'est un peu rigolo parce qu'il a joué un vampire et après il joue un homme chauve-souris, tu vois. C'est un peu le même truc que... comment il s'appelle? Le mec qui joue dans Birdman. Michael Keaton? Michael Keaton, merci. Michael Keaton aussi. qui a joué Batman dans les Batman de Tim Burton, qui ensuite a joué Birdman sur un mec qui essaye de sortir de son personnage de super-héros pour faire du théâtre. Et qui après a rejoué en tant que le vautour dans l'univers Marvel. Et je trouve qu'en termes de full circle, je trouve ça très drôle. Voilà. Il a fini par être un vrai Birdman. C'est ça. Il n'était pas question qu'il reprenne le rôle de Batman dans un film d'ici? Si, c'est un truc avec genre différentes timelines où il y a plusieurs Batman différents, je crois. Ils vont faire le Batmanverse. Ouais, alors il existe déjà dans les comics, cela dit. Oui, bah, bien sûr. Enfin bref, il y a tout un truc qui est suite à Injustice. Je m'arrête. Si vous me lancez là-dessus, genre nerd d'ici, je vais jamais m'arrêter, donc je vais m'arrêter là tout de suite. Ok. On note le sujet pour plus tard. Est-ce que tu veux qu'on te donne l'opportunité de nerder sur autre chose? Oui, tout à fait. Parce que j'ai plusieurs passions dans la vie. Une des passions étant de râler sur l'industrie du jeu vidéo. En vrai, quand on a préparé les sujets, en gros, sachez, je pose le truc là, on a une liste de sujets qu'on aimerait bien faire. Et c'est vrai que j'ai ce truc de d'habitude prendre une chanson et expliquer pourquoi c'est trans. Voilà. Mais j'avais aussi depuis un moment un sujet qui traînait de parler de transidentité et de jeux vidéo parce que de base c'est ma formation et mon métier, c'est de bosser dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'ai pas mal eu l'occasion de pouvoir discuter et apprendre sur les questions de représentation de personnes trans. Et je me suis dit,
ce serait cool de pouvoir en parler ici. Même s'il y a des gens qui le font déjà très bien. Enfin, il y a d'autres podcasts qui parlent de l'industrie de jeux vidéo. Il y a Game Tools Advance. J'ai pas besoin de leur faire de la pub. Elles ont beaucoup plus de gens qui les suivent que nous. Mais bref, voilà. Elles sont très chouettes. Oui. Néanmoins, je cherche ma petite intro. Donc, j'ai un Dans peu le cette livre relation. que tu as écrit. Non, il faut savoir que quand je prépare mes sujets, je les écris par papier parce que j'arrive mieux à m'organiser si j'écris physiquement, physiquement à la main, que si j'écris sur un ordinateur. C'est plus simple pour moi. Donc, j'ai une relation un peu d'amour-haine avec le jeu vidéo pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai bossé dans cette industrie pendant 4 ans et que c'est pas fun vu l'état de l'industrie en termes de discrimination, en termes de crunch, burn-out, en termes de le Gamergate qui revient en ce moment. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est une industrie qui est compliquée. Cependant, je reste toujours très attaché au métier que je faisais, même si ça fait 3 ans que je le fais plus. Genre, j'aime bien mon taf. Si je pouvais le faire dans une industrie qui se portait mieux et qui était moins misogyne et sexiste et transphobe, ce serait parfait. Et raciste. Et aussi, j'adore les possibilités de ce qu'on peut raconter avec le gameplay. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire du jeu vidéo à la base. C'est parce que quand j'étais ado, jeune adulte, j'ai pas mal joué. Et mon métier m'a malheureusement dégoûté et j'ai du mal à jouer en ce moment. Donc j'ai du mal donc je reste un peu dans l'industrie, j'essaye un peu de suivre ce qui se passe du fait déjà de 1 parce que j'ai pas mal de potes qui sont encore dans l'industrie parce que vraiment mon cercle social y est. Et deuxièmement parce que les questions de représentation dans cette industrie m'intéressent quand même beaucoup. Et aussi parce que on a vu une grosse évolution dans les questions de représentation de jeux vidéo depuis un moment. Même si du coup les questions de représentation les représentations trans dans le jeu vidéo, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a déjà mentionné dans ce podcast où Jenna a parlé de Birdo, qui est canoniquement un personnage. Birdetta, pardon. J'oublie. Donc de Birdetta, qui est un perso qui date de 1988. On peut aussi mentionner Poison, qui est un personnage de initialement Final Fight, puis Street Fighter, qui date de 1989, et qui du coup est un personnage qui est canoniquement trans. Donc, la représentation trans dans le jeu vidéo, elle a un peu toujours été là. Et elle a aussi été là grâce à des espèces de de studios qui avaient un peu ce truc de faire beaucoup de représentations. Et c'était le cas dans les années 2010 où on a eu Crème qui est un mec trans dans Dragon Age, on a eu un mec trans dans Assassin's Creed Syndicate, on a eu une meuf trans dans Watch Dogs 2, donc ça c'est respectivement 2014, 2015, 2016. En 2020, on a eu Tell Me Why où on avait un mec trans en personnage principal d'un plutôt gros jeu. C'est pas le jeu qui a. Dontnod, c'est pas un Electronic Arts. Mais ça reste un studio qui est quand même connu et respecté, et le jeu a quand même fait beaucoup parler de lui. Et été publié par Microsoft. Et maintenant, des personnages trans, en fait, c'est un peu le truc que tu dois mettre dans ton jeu si t'es un jeu AAA pour que ça balance un peu. Donc, dans Rainbow Six Siege, qui est un jeu militaire d'Ubisoft, il y a plusieurs persos trans. Il y a des persos trans dans plusieurs personnages trans dans Apex Legends. Il y a de nouveau des personnes trans et non-binaires dans le dernier Dragon Age qui est sorti récemment. Et il y a aussi une meuf trans qui est doublée par Abigail Thorne dans Baldur's Gate 3, qui est du coup Baldur's Gate, le jeu vidéo basé sur Donjons et Dragons. Donc, tout ça, c'est des grosses avancées, c'est super. Et en plus, on est passé de représentations qui étaient un peu mid à des représentations qui sont un peu mieux parce qu'il y a plus de consulting sur ces trucs-là et tout. Si on compare à quand Cyberpunk 2077 était sorti, par exemple, où il y avait des gros problèmes en termes de représentation des personnes trans et de fétichisation des personnes trans. Et même dans la façon de créer ces personnages, en fait, dans le dernier Dragon Age, on peut jouer un perso trans, il y a dans la manière dont on customise son personnage. Depuis 2010, dans les Sims, on peut avoir pas mal de marqueurs liés à la transidentité, notamment les cicatrices, les morphos, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses customisables qui sont
possible maintenant dans les jeux où on peut customiser des personnages. On n'est pas encore là. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet, je vous invite à regarder mon intervention au collectif Mauvaise Herbe où j'ai parlé de représentation de personnes trans, que je vais pas genre dire 2 fois la même chose au même endroit. Je rentre un peu plus dans le détail là-dedans. Au passage, dites-moi si c'est bien ou pas, parce que j'ai pas eu beaucoup de retours dessus, donc en fait, genre, je sais pas ce que je... Bref, je sais pas si je dis de la merde ou Il faut pas. nous donner le lien. Bah, je te donnerai le lien. Je fais un peu de la pub au collectif Mauvaise Herbe aussi, parce que pour le coup, elles ont pas beaucoup d'écoute et elles mettent en avant des personnes marginalisées dans le jeu vidéo et elles sont très chouettes. Et il y a aussi une vidéo qu'on m'a envoyée qui est très intéressante, shout out to Kaya si jamais elle écoute, qui s'appelle Video Games and the Sexy Gender Binary de Verily Beachy. Et du coup, pareil, j'enverrai le lien. C'est une vidéo qui traite de la customisation de perso et des personnes non binaires, qui en parle très très bien. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit dedans, mais son analyse est intéressante. J'aime beaucoup cette YouTubeuse. Donc voilà. Il y a un truc aussi qu'on a dit dans le dernier épisode, c'est que les personnes trans ne sont pas que des personnes trans. Et il y a un truc dont je voulais parler, qui est que y a pas mal de personnes queer dans le jeu vidéo, et qui font des jeux qui sont pas forcément queer, ou qui parlent pas forcément de queerness en soi. On peut mentionner un des plus vieux jeux queer qui est Caper in the Castro, qui est un jeu d'enquête avec des personnages queer, certes, donc qui date de 1989, mais du coup, où le gameplay principal, c'est de l'enquête. Et on peut parler de certaines personnes qui ont participé à les révolutions indé, notamment Anna Entropy, qui a fait un jeu Dysphoria qui était certes centré autour de la transidentité, et c'est ça qui l'a fait connaître, mais depuis, elle a retiré le jeu d'Internet parce qu'elle y était trop associée et on la réduisait trop à ça. Trop à genre une personne trans qui a fait le jeu Dysphoria et qu'elle se reconnaissait plus vraiment non plus dans ce qu'elle avait fait. Et je vous invite donc à aller voir sa page Itch.io et à jouer à des jeux qu'elle a fait plus récemment, parce qu'en fait, elle a des trucs super intéressants à dire avec ses autres jeux qui sont pas forcément liés à la transidentité en soi. On peut aussi parler de Céleste, qui parle de transidentité sans en parler, et de tout ce que Maddie Thompson a pu faire après. Et on peut aussi parler de Accidental Queens, qui ont commencé par se faire connaître par leur jeu A Normal Lost Phone, qui parle de transidentité, mais pour moi, le meilleur jeu que le studio ait fait, c'est Alt Frequencies, qui est un jeu dans lequel on doit prendre des bouts de radio et enregistrer des bouts de radio et les diffuser sur d'autres antennes pour faire avancer l'histoire. Et c'est un peu un jeu d'enquête aussi qui se joue là-dessus. Il y a de la représentation trans dedans, mais c'est extrêmement mineur et genre c'est extrêmement comment dire. C'est pas le sujet. Mais du coup, le gameplay est intéressant. Où est-ce que je vais en arriver là ? C'est que, en fait, y a pas mal de personnes queer dans le jeu vidéo qui font des jeux hyper intéressants. Je peux mentionner aussi le studio Deconstructim, qui est juste un polycule de développeuses espagnoles qui ont fait notamment The Red String Club, mais qui ont aussi pas mal de jeux hyper intéressants qui sont dispos sur leur itch.io. Mes deux préférés étant Beyond Every Great Ones, qui parle de charge mentale et du poids du patriarcat sur les femmes au foyer, et Eternal Home Floristry, qui parle de deuil et à travers la signification des bouquets de fleurs. Bref. Tout ça pour dire, l'industrie du jeu vidéo en ce moment est en crise. Pour plusieurs raisons. La première étant le post-Covid. Il y a beaucoup d'investissements qui a été fait parce que les gens achetaient plein de jeux pendant le Covid, sauf que le Covid n'a pas duré éternellement, et maintenant que les gens sont plus confinés, les gens jouent moins. Donc les investisseurs ferment à tour de bras et licencient au camion semi-remorque dans tous les studios. Autre chose, les jeux semblent de plus en plus le réchauffer. Vu que les gens ont peur parce que les jeux se vendent moins, on parie sur les mêmes IP, on fait des remakes, on sort toujours les mêmes choses dans l'espoir que le fait qu'il y ait une fanbase va faire vendre. Comme les films. Comme les films, exactement. Et là-dessus, ça m'a fait penser à plusieurs choses. Ça m'a fait penser que de 1, il y a 21% de personnes queer dans l'industrie en Grande-Bretagne. Il y a 7,3% de personnes trans dans l'industrie en France. Ça fait beaucoup de personnes queer pour pas beaucoup de représentation. Et aussi, si on s'en tient à la révolution indé, qui a été beaucoup portée par des personnes queer et avec des
qui utilisent le gameplay pour avoir des critiques sociales ou explorer certaines choses de manière un peu intéressante. Je mentionnerai aussi Nicky Case qui a fait un jeu qui s'appelle Parable of the Polygons, qui est un jeu qui utilise le gameplay pour parler de biais individuels, de discrimination et de diversité. Je me dis que l'industrie se porterait beaucoup mieux à prendre ces 7,3% de personnes trans, ces 21% de personnes queer LGBTQIA+, et à les mettre à des postes de responsabilité et de développement. Et même si, du coup, l'état de l'industrie en ce moment fait peur, parce que le retour du Gamergate, parce que les licenciements, parce que tout ça, j'avais envie de finir sur un truc qu'un pote m'a dit, et qui me redonne un peu d'espoir dans le fait de refaire du jeu vidéo plus tard. Il se trouve que dans les années 2010, il y a déjà eu une crise du jeu vidéo où les AAA se sont effondrés parce qu'il y avait le même problème de pas d'argent, ça se vendait pas, problème de renouvellement d'IP qui a amené à ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or des jeux indépendants. Et ce qu'il me disait, c'est qu'on est peut-être à l'aube d'un nouvel âge d'or des jeux indés. Et peut-être que cet âge d'or des jeux indés, cette fois, ce sera l'âge d'or des jeux indés queer qui réinventent le gameplay, qui questionnent des trucs sociaux via le gameplay sans se soucier des contraintes qui pourraient être imposées par des éditeurs, par des publishers. Et pour ça, je vous invite donc à aller explorer les pages itch.io, à aller soutenir les petits développeurs queer, et parce que ça vous prendra moins de temps, ça vous coûtera moins cher qu'un Baldur's Gate 3, qu'un Dragon Age Veil, Veilguard, c'est ça? Ouais, bref. Et en plus, vous allez sûrement trouver du gameplay qui est beaucoup plus intéressant qu'une réédite d'un RPG classique. Voilà. C'est super intéressant. Déjà, je me reconnais beaucoup dans ce que tu as raconté sur le fait que c'est une industrie et même d'une manière plus générale une passion qui peut être très dure à vivre, un peu usante. Moi, j'ai pas bossé directement dans l'industrie, mais j'ai quand même tenu un site qui parlait de jeux vidéo pendant allez, j'ai à la louche, ça doit être 12 ou 13 ans, quelque chose comme ça. Même. Bon, les personnes avec qui j'y bossais sont plus ou moins toutes dans l'industrie aujourd'hui, pas moi, on se demande pourquoi. Euh, et, euh, et au bout d'un moment, j'ai décidé de laisser tomber tout ça en fait. Et le dernier article que j'avais écrit, il s'appelait «J'ai plus envie de parler de jeux vidéo». Moi, je veux bien continuer à y jouer. Les jeux vidéo font toujours partie de ma vie, mais faire des podcasts avec des gens dont tu te demandes toujours quelles sont les motivations, les intentions cachées, si elles te considèrent vraiment comme une personne humaine, etc. C'est un poil usant, quoi. Donc ça, je le comprends complètement, cet angle-là. Et, euh, et sur ce que tu dis sur les jeux indés, c'est super intéressant parce que je m'étais un peu posé la même question et notamment là on voit qu'il y a un gros retour réactionnaire, notamment sur toutes les productions américaines un Pixar qui supprime un perso trans ou ce genre de choses. Sur le jeu vidéo, on sait que sur les gros jeux, le développement il est long, donc on verra peut-être les effets que ça aura un peu plus tard sur le contenu des jeux, parce il y a beau avoir des développeurs qui ont envie de mettre leurs choses, après on ne sait pas jusqu'où si ça arrivera jusqu'au jeu final. Euh, je pense que les jeux indés, ils vont représenter de plus en plus ce côté un peu, je vais pas dire résistance parce que c'est un très grand mot, mais en tout cas, il y aura vraiment une forme de liberté qu'on ne trouvera pas dans les gros jeux. J'en ai bien peur, quoi. Donc merci pour cette forme d'optimisme que moi j'ai des fois du mal à trouver. J'aime beaucoup cet optimisme-là aussi, de l'idée d'un futur âge d'or des jeux queer, où en fait, je vois le côté résistance dans le sens, ça va être des jeux qui vont être importants pour envoyer des messages, ça sera pas des jeux importants commercialement par définition, parce qu'ils pourront même pas être diffusés largement en fait. Je suis peut-être plus pessimiste sur l'avenir du monde à court et moyen terme, et du coup j'imagine pas un âge d'or venir de quoi que ce soit.
je trouve ça optimiste de me dire oh il va y avoir un âge d'or, mais un âge d'or alors qu'on n'aura plus d'électricité, comment ça va marcher, tu vois. C'est l'âge d'or du fascisme, t'inquiète, tu auras bien l'âge d'or de quelque mais chose. c'est ça, où les personnes trans vont être interdites, enfin, tu vois, ou le sont déjà dans certains pays. Du coup, le fait de dire qu'il va y avoir des jeux avec... pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir vu une fenêtre de représentation qui est en train de se fermer. Et qu'il y a eu des représentations un peu obligatoires, comme tu décrivais, où il faut absolument avoir eu une personne trans dans son jeu vidéo. Mais je pense que dans les prochaines versions, il n'y en aura pas. En tout cas, pour les studios américains. Donc, à voir après même. Ouais, j'ai envie de partager cet enthousiasme, tu vois. Deux choses là-dessus. La première, sur le fait que les répercussions qui sont visibles ou non, on les voit déjà parce que il y a tout le truc avec Sweet Baby Inc., qui était une boîte de consulting qui s'est fait targeter par les incels et tout ça. Et c'est en gros le nouveau Gamergate qu'on a, il est par rapport à ça. Et du coup, les répercussions, elles se sentent déjà là-dessus. Ensuite, dans ce que j'appelle l'âge d'or, c'est parce que c'est comme ça qu'on a qualifié l'âge d'or indé dans les années 2010 à 2015. Mais du coup, comment dire ? Pour moi, justement, là où je voulais en venir en parlant de représentation d'abord, mais en parlant ensuite de développeuse queer derrière, c'était que c'est pas des jeux qui vont forcément parler de représentation de personnes trans. C'est pas forcément des jeux qui vont être des critiques sociales. C'est des jeux qui vont juste nous offrir des expériences gameplay différentes et qui vont dire quelque chose avec le gameplay qu'on n'aura pas forcément encore vu jusqu'ici. Et que le fait que ces gros jeux-là ne marchent plus va peut-être pousser, et je l'espère, en tout cas, pousser les joueuses à aller vers d'autres expériences. Et que du coup, du fait que les personnes marginalisées aient une expérience du monde qui soit différente et qui du coup mettent l'expérience, enfin la manière dont tu joues le gameplay de manière extrêmement différente des personnes qui font partie des... Comment dire ? Qui sont pas des personnes marginalisées, qui sont les mecs cis et blancs qui sont à la direction de tous les gros jeux là. Et ben en fait, ça va peut-être permettre en fait que les gens vont aller vers ça en voulant chercher d'autres expériences de gameplay que les expériences de gameplay qui sont proposées et réchauffées par les grandes boîtes. Pas pour dire que ça va forcément être quelque chose qui va genre faire que les indés vont toucher des milliards et tout ça, parce que on parle de l'âge d'or des jeux indés. Après, s'en est suivi genre le fait que Steam a été saturé de jeux et que du coup c'était difficile pour les indés d'avoir de la visibilité. Il y avait aussi une certaine élite d'indés qui avait leur jeu qui était visible. J'ai oublié le nom, mais à l'époque, il y a un documentaire qui était sorti, qui est disponible sur Steam à acheter, où ça suivait le développement de Super Meat Boy, de Fez et de... J'ai oublié le troisième, qui globalement te dégoûte de développer du jeu vidéo. Le troisième, c'était Bread, et le nom du film, c'était Indie Game The Movie. Oui, merci. Merci. Voilà, moi j'ai vu ça en 3e année de licence de game design, et j'étais là en mode, d'accord, ce sera ça ma vie. J'arrête donc ici. Bon, après j'ai bossé pour un publisher, tu vois. Et après, je sais pas si ça peut être retranscrit à ce point-là. Moi, je joue pas du tout. On parle vraiment que de sujets que je connais pas du tout ce soir. C'est vraiment super. Mais on compte sur toi pour le troisième. Mais là, enfin sur les Oscars, du coup, pour les films d'animation, c'est un film d'animation d'un studio indépendant qui a gagné face à des films de gros studios. Donc c'est Flow qui a gagné l'Oscar du meilleur long métrage d'animation cette année, et qui propose pour le coup de l'expérience à la fois audio et visuelle différente de ce qui peut se faire d'habitude. Et il y a un espèce de plébiscite même du côté en tout cas des élites entre guillemets du milieu pour des choses plus nouvelles, parce que je crois que le public sature d'avoir des remakes de trucs en long, large, en travers. Là on voit il y a 20 000 raisons, et des très bonnes raisons, pour faire flopper Blanche-Neige, mais au début des live action de Disney ça floppait pas autant. Il n'y avait pas eu d'aussi gros flop pour j'en sais rien, pour le live action du livre de la jungle ou quoi que ce soit, et là ça floppe et ça floppe de plus en plus. Et les gens ne peuvent plus voir les mêmes trucs réchauffés dans tous les sens, et c'est des trucs qui ne sont pas reconnus par leur milieu, c'est-à-dire le milieu du cinéma en l'occurrence, mais
Voilà, je sais pas, je crois qu'il y a des awards qui existent, il me semble, dans le jeu vidéo. Ouais. Je sais pas à quel point Game ça se Awards. ressent aussi ou pas là-dessus. Alors, je regarde peu les Game Awards. Alors, les Game Awards, c'est le truc un peu international. Et il y a les Pégases en France. Les Pégases, c'est ça que je Pégases- connais, moi. Ouais. Ok. Oui, parce que du coup, il y a la Brioché qui a déjà remis alors, fun fact, la Brioché a remis un Pégase à mon prof de programmation. Voilà. C'était Je connaissais c'était un ces peu anecdotes. rigolo. Oui, j'en avais pas. Bref. Non, ouais, il n'y a pas la même chose dans le jeu vidéo, malheureusement. Il y a eu un moment donné au Game Awards, à la sortie le moment où Hades, premier du nom, était au Game Awards et a failli être élu jeu de l'année. Mais en fait, c'est Last of Us qui a été. Et genre, je suis dégoûté parce que, en fait, le studio qui a développé Hades s'est un petit peu vendu comme un studio qui faisait pas de crunch, qui avait genre des congés obligatoires, enfin, qui avait essayé de. Enfin, qui avait un espèce d'essayer de mettre un contre-pouvoir à ce truc de l'industrie de toujours bosser plus et de manière. Et la course à la technologie et la course à toujours plus de gameplay et de tout ça. Alors que de l'autre côté, du coup, t'avais Last of Us Partie 2, qui pour le coup rentre tellement dans le crunch, la course à la technologie, enfin Et la tous les suite. problèmes. Et ouais, bref, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le jeu vidéo. Donc, et malheureusement, oui, j'ai pas vu grand chose des Pégases parce que en fait, c'est beaucoup de l'entre-soi et c'est beaucoup ça se donne des petits trucs entre gens qui se connaissent. J'ai pas trop regardé les Game Awards non plus parce que, pareil, en fait, de ce que j'avais vu des dernières années, ça ne m'intéressait pas ce qui était dit. On m'a juste envoyé le discours de la personne qui était derrière. Je sais plus si c'était Dragon Age ou Baldur's Gate. Je crois que c'était Baldur's Gate, un des deux, qui était en mode oh là là, nous on a fait le jeu qu'on voulait sans pas pour faire plaisir aux investisseurs, parce qu'on voulait se faire plaisir à nous, on a fait ce qu'on voulait, nanana. Genre petite tape sur le dos et je suis en mode oui, tu peux parce que tu fais une licence qui a déjà prouvé qu'elle marchait avant, donc en fait t'as pas de rendre à compte aux investisseurs parce qu'en fait t'as déjà une licence qui te finance derrière. Très bien, vous avez fait le jeu que vous vouliez, mais genre dans quelles conditions? Est-ce que les gens qui étaient dessus ont toujours un emploi? Est-ce que les gens qui étaient dessus sont toujours en bonne santé? Enfin voilà. Donc ça c'est beaucoup donné des petites tapes sur l'épaule du peu que j'en ai vu, mais voilà. C'est pour ça que j'invite encore une fois les gens à plus aller sur les pages Itch.io et à chercher en fait à vous balader. Itch.io c'est un peu un contre Steam. Il y a plein de petits jeux qui sont gratuits ou pas chers et c'est là-dessus que la plupart des indés en fait mettent des trucs. C'est là-dessus que notamment des Construct Team mettent des mini-jeux qui leur servent après pour construire leur plus gros jeu, à tester des concepts. Donc c'est toujours intéressant. Après, je veux Mais pas faire voilà, en mon termes- gros communiste, mais et ni diminuer ce qui se passe dans l'industrie du jeu vidéo, mais en fait, c'est juste symptomatique de ce qui se passe dans toutes les industries aujourd'hui, notamment dans les secteurs tertiaires, d'avoir des personnes qui sont surchargées de taf, d'avoir des équipes qui sont en sous-effectif, en long, en large et en travers. C'est ce qui se passe dans tout le tertiaire, c'est ce qui se passe dans tout le service public, et genre, c'est symptomatique d'un millier de trucs, et notamment du fait qu'on ne valorise pas la santé des personnes, on ne valorise pas la vie privée des personnes, on ne valorise que la productivité des personnes et c'est juste un enfer. Et ce qui se passe dans le secteur culturel actuellement est affolant, mais voilà, je vois ça tellement partout. Genre cette semaine, je crois qu'il y a eu une mobilisation à Lyon, il y a eu une mobilisation pour l'hôpital le lundi, une mobilisation pour les profs le mardi, une mobilisation pour le jeu vidéo et la culture le mercredi. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est franchement pénible à voir parce qu'en plus, on peut même pas se mobiliser correctement pour un de ces trucs-là. On peut juste être en mode, en fait, il faut juste tuer les patrons et abolir le capitalisme. Je ne vois pas d'autre solution. Je suis désolé, j'ai essayé d'en chercher, mais je pense que là, tout brûlé. C'est tout ce qui nous reste parce que en fait, c'est la merde. Si voilà. c'est la solution, on va le faire alors. Hein. Voilà. Après, c'est mon avis c'est parti. c'est mon avis d'expert sur le sujet. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà.
Là où c'est particulier dans le jeu vidéo, c'est que la culture tu sais, du crunch, c'est un truc qui date de très très longtemps, et c'est même un truc où genre j'avais des mecs dans ma classe qui disaient je sais que j'aurai pas de famille parce que ma vie ce sera de bosser, j'aurai pas le temps d'avoir une famille en fait. Ah ouais. Je pense Parce que que ça date du logiciel avant l'invention du jeu vidéo. Oui. En fait. Enfin, c'était déjà le cas dans Voilà, commu les toxique. créations d'OS dans les années 70. Quoi. Enfin, C'est ça, c'est vraiment un truc très genre oh là là, on a de la chance d'être là, on veut vraiment mettre toute notre vie là-dedans, du coup on va pas compter nos heures parce que on veut le faire pour le jeu, pour le studio, machin. Et du Ouais. coup, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, justement, il y a des mouvements sociaux dans le jeu vidéo, quoi. Genre la grosse grève qu'il y a eu à Ubisoft en février, là, Mm. c'est historique. Il n'y a jamais eu une aussi grosse mobilisation dans le jeu vidéo avant, quoi. je suis assez impatiente de réécouter Good ton for them. segment pour noter religieusement toutes les références de jeux que tu as cités parce que j'ai envie de les voir et notamment tu as cité Deconstruct comme étant un polycule et je veux en savoir plus Alors, parce que j'ai aux déjà dernières acheté nouvelles. Red Phoenix Club et j'ai acheté Cosmic Wheel Sisterhood et je suis un petit peu impatiente d'y jouer parce que juste sur la foi des screenshots, j'avais envie de broder le jeu déjà. J'avais envie de faire du point de croix avec le design, ce qui est en général un bon signe. je sais pas si c'est toujours un polycule, mais en tout cas, ça l'a été fut un temps, et c'est que des personnes queer dedans. Donc voilà. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Travailler avec son polycule. Oh bah, les membres des polycules, ça va, ça vient, mais tant que... Écoute, ça fait super longtemps qu'ils font des jeux. Genre, attends, je peux te retrouver. Apparemment, 2014, Gods Will Be Watching. Oui, Gods Will Be Watching. Et j'ai eu la chance de les rencontrer parce que j'ai un de mes profs de game design qui avait bossé avec LE, et du coup, il nous avait parlé un peu de comment ils faisaient leur développement et tout. C'était très très chouette. Et je crois que... Alors, je vais faire une bifurcation et citer un autre studio qui me tient à cœur, qui est Ghost Hug Games, qui est deux meufs trans qui ont sorti un jeu qui s'appelle Hardcoded, qui a été financé par un Patreon, et qui sont déjà en train de sortir un deuxième jeu qui a l'air ouf d'un point de vue visuel, qui s'appelle The Sucker Babes Bathhouse. Et ça a l'air très très beau. Et là où je suis déçue, c'est que c'est en fait un jeu de cartes. De deck building et machin et tout. Et en fait, je n'arrive pas à jouer ce genre de jeu. J'ai l'impression de ne pas avoir la mémoire vive mentale pour arriver à jouer à ce genre de truc. Et pareil, pour ça que je touche pas à Magic. Et j'ai l'impression que The Cosmic Wheel Sisterhood, qui a l'air fabuleux d'un point de vue narration, est en fait un deck building game aussi. Et que du coup, je suis pas sûre de pouvoir y jouer. Parce que Hardcoded, c'est un jeu de quoi déjà? Hardcoded, c'est un jeu pour adultes. C'est un simulateur de polycules trans. Oh wow. Ok. C'est un. Là, ça va, attends, le gameplay, je lis la description ça fonctionne. Qui est Erotic Dating Simulator Visual Novel Game. Tout ça d'un coup. Et c'est très beau. Je veux dire, pour un jeu développé par deux personnes, la qualité graphique d'un truc pareil, je trouve ça insensé. Et tiens, dans les news que j'ai complètement oubliées, j'ai une exposition de broderie. Oh. C'est ma première exposition de broderie sur les mois d'avril et mai. Et il y a donc uniquement de mes broderies. Hein. Et dans cette exposition, je vais exposer deux œuvres qui sont deux portraits de personnages de Hardcoded. Parce que le jeu m'a touché vraiment, quoi. Je suis très content pour toi, c'est trop chouette, mais sache qu'à la seconde où comme on parlait de polycule juste avant, à la seconde où t'as dit j'ai une exposition, t'as mis une petite pause entre ex et position, et mon cerveau n'est pas parti dans la bonne direction tout de suite. J'aimerais dire que j'ai fait exprès, mais je crois que c'est inné. On a atteint un niveau de lapsus plus que révélateur. Je peux me faire une transition tout seul, Anne, si tu veux. Bah, j'avais l'impression que t'en avais une, donc je te laisse enchaîner bien tranquillement. Alors, attends. Puisqu'on m'a posé la question un peu tongue-in-cheek à propos de Hardcoded, je voudrais signaler un fun fact à propos de Hardcoded. C'est que les personnes qui ont développé ce jeu, leur but était de faire un jeu destiné à la population cis
fétichistes des Futanari pour leur montrer que devenir trans était possible. Donc c'est de la propagande prosélyte. Et évidemment, je me range derrière, tout contre. Eh ben, il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde, hein. Du coup, voilà, pour moi, les jeux vidéo, c'était Animal Crossing et Candy Crush avant de vous rencontrer. Donc, vraiment, vous élargissez mes horizons d'une manière considérable. Et ça me fait penser simplement au fait que donc moi, j'ai appris à faire du jeu de rôle avec mon père quand je devais avoir entre 10 et 12 ans globalement. Et mon père nous a fait jouer à du jeu de rôle, à du MMORPG en TDM, en Terre du Milieu, avec le gros livre rouge de la Terre du Milieu que les anciens et anciennes qui font du JDR connaissent, parce que c'était un classique, un gros classique, avec des règles globalement imbuvables. Donc mon père nous a fait jouer en version simplifiée très très vite avec mon frère à ça, avec des petites figurines qui lui restaient du temps où lui il jouait avec ses amis à tout ça. Il nous a raconté comment il faisait de la petite peinture de figurines avec ses copains, il prenait des week-ends entiers pour faire ça dans un chalet à la montagne, voilà. Donc vraiment ma vie de rêve à partir du moment où j'ai appris que c'était possible de faire ça. Et à partir de là, donc lui il nous a fait quelques histoires et moi assez rapidement, comme j'écrivais beaucoup, je suis devenu maître du jeu un peu par défaut, parce que j'écrivais beaucoup des histoires dans lesquelles je voyais nos personnages, et du coup on a reversé les rôles et assez vite je suis devenu du coup le conteur et maître du jeu pour mon père et mon frère. Et à partir de là voilà, je suis un peu devenu MJ par défaut, et aujourd'hui c'est ce que je préfère. De toute façon, je peux apprécier jouer ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas ce que je préfère du tout, quoi. Moi j'aime raconter mes petites histoires. Et donc gardez bien en tête que j'ai joué uniquement avec le gros livre rouge de la Terre du Milieu pendant quasiment 10 ans de ma vie, un peu moins. On jouait pas très souvent, mais voilà, moi il y avait que ça qui existait, et quand les gens parlaient de JDR, ils parlaient de JDR en TDM. That's it, c'est tout ce qui existe, d'accord. Il faut savoir qu'à l'époque je ne savais pas que les personnes trans existaient, donc je ne pouvais pas savoir qu'il y avait d'autres formes de jeux de rôle qui existaient, un milieu pas très ouvert autour de moi. Tout ça pour dire que j'ai appris plus tard en grandissant que d'autres formes de JDR existaient, mais j'y suis resté très très indifférent pendant très longtemps, et typiquement j'avais plus joué à du JDR pendant hyper longtemps, et puis pendant le confinement il se trouve que je vivais avec mon ex-copain et puis ma coloc, et du coup je les ai fait jouer à du JDR Terre du Milieu pendant le confinement. On a même fait des parties en visio avec mon père et mon frère qui étaient confinés ensemble, donc vraiment toute la team était réunis. Et puis il y a un peu plus d'1 an et demi, il y a quasiment 2 ans maintenant, du coup j'ai des copains qui ont voulu faire du JDR, donc j'ai monté ma petite table parce que moi j'ai toujours des idées de trucs à raconter, et j'ai joué à autre chose que le Seigneur des Anneaux puisque un de mes copains qui s'appelle Arthur, qui n'écoute pas ce podcast mais c'est pas grave, je vais parler de lui quand même, m'a offert du coup une boîte de JDR qui se passe dans un univers dont j'ai bien sûr dans Tales from the Loop, et du coup j'ai joué à Tales from the Loop avec mes copains. On a fait 4 ou 5 sessions et c'est du full scripté, donc là c'est pas moi qui racontais forcément quelque chose, mais je rajoutais toujours des petits éléments et puis des petits PNJ, des petites choses comme ça, parce que sinon je m'ennuie, quoi. Et puis au bout d'un moment je leur ai dit écoutez, c'est super, mais maintenant que on sait comment jouer MJ, que vous passez un bon moment et tout ça, qu'on arrive à se regrouper régulièrement, on va aller faire du JDR en Terre du Milieu, et vous n'avez pas le choix. Et donc ma table s'est retrouvée à faire une campagne de 1 an de JDR dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors 1 an de JDR avec notre groupe, c'est en gros on se retrouve une fois par mois. Il y a que le mois d'août où on s'est pas retrouvé parce que personne n'est là, donc on a fait genre 11 sessions de JDR, dont une de création de personnages au début, donc 10 sessions de jeu en Terre du Milieu. C'était super, je les ai fait voyager un peu partout dans la Terre du Milieu, je connais extrêmement bien le lore
de globalement tous les âges du Seigneur des Anneaux, donc j'étais pas perdu, voilà, j'avais beaucoup de choses à raconter, je savais où ils allaient, je connaissais la topographie des lieux et tout ça, c'était vraiment super. Et puis, arrivé à la fin de ça, je sentais que ça s'épuisait un petit peu de leur côté, du côté de l'intérêt qu'elles avaient pour ce que je leur montrais. Et du coup, donc, on a mis d'un commun accord fin à cette session-là. Et je leur ai dit, pour la prochaine, je propose qu'on change complètement d'univers. Et c'est l'histoire de comment je me retrouve aujourd'hui à animer du JDR sur des règles basées sur Donjons et Dragons, auxquelles je ne connaissais rien il y a 2 mois. Et dans l'espace. Donc on fait du Donjons et Dragons, mais pas du Donjons et Dragons Heroic Fantasy, on fait du Donjons et Dragons Sci-Fi, dans lequel je mets bien sûr du Heroic Fantasy, parce que sinon, je m'ennuie. Parce que l'univers est vaste, mes personnages sont sur un vaisseau spatial, et pourquoi est-ce que, en allant de planète en planète, ils pourraient pas aller sur une planète full médiévale? Pourquoi est-ce que une des planètes, ça pourrait pas être la tanière d'un gros dragon doré? Pourquoi est-ce que, etc. Et du coup, je suis en full freestyle sur mes planètes actuellement. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est un vrai plaisir. Le lore de D&D est so fucking deep, et je suis actuellement sous l'eau de toutes ces informations, mais je vibe, j'aime l'eau, donc je suis bien là, je suis dans mon élément. Donc le même ami Arthur m'a prêté tous ses livres pour être un MJ de D&D. J'en lis 2 pages religieusement chaque soir, et après je passe 1h30 à prendre des notes, donc c'est un petit peu chronophage comme hobby pour quelqu'un qui dort déjà pas beaucoup, mais en tout cas je passe un excellent moment. Et donc là, je suis en train de créer des planètes. J'ai créé un panthéon de dieux et de déesses pour mes joueuses. On a créé leurs personnages. On a fait la première vraie session de jeu il y a quelques semaines, et on fait la deuxième là dans 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment excessivement cool. Je passe un très bon moment. L'univers de D&D permet tellement de choses aujourd'hui que je peux dire à D&D bonjour, je voudrais que mes personnages, il y en a qui soient des cyborgs, il y en a qui soient des Ewoks, et puis il y en a quand même qui soient des Tieflings, et le jeu est en mode oui, dac, bah fais ça, enfin I don't care, fais ce que tu veux. Donc c'est super, voilà. Et j'aurais aimé finir ce segment en vous demandant de nommer 3 PNJ, et dont je vous promets qu'elles feront partie des prochaines aventures de mes joueuses. Donc le premier, c'est Louis qui m'a dit que tu voulais une chèvre magique. Donc je vous propose tout d'abord de nommer une chèvre magique qui serait tenancier d'un petit bar comme ça. Voilà, c'est dans un petit village sur une planète assez petite, mais ressemblant à la Terre globalement, et où les animaux parlent. Les animaux sont magiques. C'est un peu Narnia si vous voulez. Et celui-ci, il tient un bar. Comment s'appelle-t-il? J'ai envie de... Alors, j'ai envie qu'il s'appelle Marco, pour une raison très spécifique, qui est qu'il y a un de mes comics préférés qui est Saga, qui est genre de l'heroic fantasy, mais dans l'espace aussi, et où du coup il y a un faune qui s'appelle Marco. Donc ce serait fou, ça me ferait très plaisir. Très bien, et quand quelqu'un appelle Marco dans la salle, quelqu'un d'autre répond Polo, et sinon ça marche pas, il vient répondre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres idées pour la chèvre qui tient un bar? Parfait. Ah là, on peut pas rivaliser, là. On va attendre les autres personnages. Très bien. Mes personnages sont donc à bord d'un vaisseau spatial qu'ils ont sobrement nommé Paul, et je les déteste pour ça. Et j'aimerais que ce vaisseau spatial se trouve être hanté après une de leurs missions. Mais je vous remercie, si vous écoutez ce podcast, vous n'écoutez pas ce podcast. Arrêtez d'écouter ce podcast, vous allez vous auto-spoiler, ça sera désagréable pour tout le monde. Mais si un jour, le vaisseau spatial de mes aventuriers se retrouve être hanté par un fantôme qui aurait embarqué par erreur sur leur vaisseau suite à une aventure, une escale sur une planète, comment s'appellerait le fantôme qui hante le vaisseau? On est inspiré. Hein. Ah ouais, je sens là. Ah ouais, là, de but en blanc, c'est... Moi j'ai rien, j'ai déjà nommé une chèvre. T'as déjà nommé une chèvre, c'était un très gros travail. Bravo à toi. On peut dire que ce fantôme,
Il arrive sur le vaisseau suite à une escale sur une planète principalement aquatique. Et c'est le fantôme une corsaire d'un bateau qui a sombré, qui a été coulé par un monstre marin il y a 2 ou 3 000 ans. Ah oui, non mais le temps, l'espace-temps, tout ça, tout est relatif dans l'espace, tu sais. Je suis partagée entre est-ce qu'il faut un truc qui fasse Alien ou au contraire taper un truc genre elle va s'appeler Jeanne et puis voilà. Non mais en fait si le vaisseau s'appelle Paul et que le fantôme qui est dans le vaisseau il s'appelle Jeanne, je vais mourir, d'accord? Donc trouvez-moi un truc un peu original. La raison pour laquelle j'ai choisi Jeanne, c'est que y a un seigneur breton qui dépendait donc du duc de Bretagne et qui avait été engagé par le roi de France et qui a finalement été décapité par le roi de France. Et l'épouse de ce seigneur, qui s'appelle Jeanne de Belleville, l'a très mal pris. Et plutôt que juste rentrer dans les ordres comme n'importe quelle veuve, elle a pris les armes. Elle a été décapitée, le roi. Elle est montée sur un bateau et elle a coulé tous les bateaux français entre la France et l'Angleterre. Elle a rendu la vie impossible au roi. C'était la première pirate en France. Et elle a fini par s'installer avec un Anglais. Et elle a vécu une vie paisible après ça, quoi, en fait. Donc elle s'appellera Jeanne de Belleville et elle aura un accent français. Très bien. Sinon, j'avais essayé de te trouver comment on dit Jeanne en breton, tu vois. Genre, il y a bien un équivalent breton à Jeanne. Ouais. Si je veux pas l'appeler. Ça va être Jeanne et puis tout. Oui. Non, mais écoute, Jeanne de Belleville, un French accent à couper au couteau. Voilà. La lionne de Bretagne. Très bien. Et le dernier, plus fun. Il se pourrait que mes chers compatriotes tombent sur une petite société anthropophage à un moment donné. Et comment s'appellerait une dominatrix anthropophage à 6 bras? C'est obligé de m'interdire le prénom d'une ex, donc... Écoute, j'étais un petit peu là-dessus aussi à me dire, mais non, on peut pas l'appeler. Anne, c'est à toi pourtant là. L'autocensure a du bon. je sais bien, ouais. Mais là, je fais preuve de diplomatie, là. Le seul truc qui me vient en tête, c'est un perso d'Undertale qui s'appelle Muffet, qui est une araignée du coup qui te sert le thé et tout. Enfin bref, genre elle est très rigolote. Alors ce sera pas une araignée d'ailleurs, sachez que je suis très fier de moi et j'ai été très courageux ce soir parce que je suis très arachnophobe et que pendant le segment de Louis, il y a une petite araignée qui a décidé de venir se balader sur mon bureau et je l'ai calmement éclaté discrètement et en fait la chose avec laquelle je l'ai éclaté, il n'y avait pas de trace d'araignée dessus, il n'y a pas de trace d'araignée sur mon bureau non plus, donc je ne sais pas où elle est actuellement et depuis tout à l'heure je vis dans la peur qu'elle vienne se venger. Oh non, bébou. Elle est très petite mais j'ai très peur quand même. Je suis sûr qu'elle est partie très loin et que tu ne la reverras plus jamais, t'inquiète pas. Si vous regardez plus tard le segment où Louis est en train de parler, vous me verrez sûrement faire. Alors Anne, la dominatrix à 6 bras. J'ai rien, hein. J'ai rien du tout. Si vous avez quelque chose, allez-y, parce que là... Alors, j'ai pas encore de prénom, mais si tu veux un nom de famille, ça peut être Mantodea. Mantodea, très bien. Qui est l'ordre des mantes religieux. Oh. Ça, j'aime, ça, c'est super. J'essaye de trouver un truc qui fasse un peu plus de Matrix que Muffet, mais qui soit un dérivé du coup. Et que tu vois, elle pourrait appeler les gens Cupcake. Si je commence à appeler les gens Cupcake, le personnage de Flo qui s'appelle déjà Vi va mourir, d'accord? J'ai la ref, mon dieu. Moi aussi j'ai la ref. Oui, non mais... Non mais j'ai peur que je connaissais rien en jeu vidéo, mais ça j'ai la ref.
Et pourtant, faire commencer par un M, ça peut être bien. Un MM. Ok. Marvelous. Marvel. Megan. Franchement, Megan. Oui. Ou sinon, tu l'appelles. Mais attends, quel personnage s'appelle Megara? Si, Megara, parce que Megara, c'est dans. Oui. Dans Hercule, non? Dans Hercule, ouais. Megara Mantodea. Avec ses petits bras de menthe religieuse et elle décapite les gens après les avoir dominés. Hop là. Parfait. Très bien. C'est bien. Du coup, j'imagine une version genre. Arachnide humanoïde de Megara qui chante I Won't Say I'm in Love. Non, C'était mon petit idée. Mais, Je le dirai non. En train de décapiter les gens, tu sais. Genre. Écoutez, je mets ce post-it avec les noms de vos personnages dessus sur mon coin à post-it et je vous promets que Marco, Jeanne de Belleville et Megara Mantodea seront des PNJ dans les prochains épisodes de mes aventurières. Alors autant Marco je vais pouvoir le caler assez rapidement, autant les autres vont attendre un petit peu, mais ça arrivera. Trop bien. Et écoutez, moi, j'ai fini. Merci à vous pour votre aide. Merci à toi. on leur souhaite bien du plaisir. Non. Et franchement, si un jour ça t'intéresse de l'heroic fantasy dans l'espace, je peux te prêter les comics Saga parce que je les ai tous. Mais je sais pas à quel point t'es BD ou pas. Mais c'est... Si, la BD, j'arrive assez facilement à lire, donc avec plaisir, franchement. Très bien, bah, je me note de t'apporter ça pour la prochaine fois. Quand je vais avoir la moitié de ta bibliothèque chez moi et que je vais rien lire du tout, ça va être fun. Écoute, ça fait de la place pour ceux qui sont encore dans les cartons que je peux pas mettre. Faut que tu penses à mettre un petit tampon. On va t'acheter un petit tampon pour que je puisse le mettre dans tes livres pour que je puisse te les rendre sans le plus tard. T'inquiète, j'ai la liste de ceux que t'as à moi. Oh, wow. Très organisé, bravo à toi. J'ai une appli qui recense toute ma bibliothèque et j'ai une section prêtée dedans pour que je sache que les bouquins que j'ai prêtés. Alors, il n'y a pas marqué à qui je les ai prêtés, mais en voyant le bouquin, je sais à qui je les ai prêtés. Tu vois, genre le bouquin sur de Queer Game Avant-Garde, je sais que je l'ai prêté à ma coloc et pas à toi, quoi. J'ai une amie qui m'a recommandé Inventaire pour gérer une bibliothèque personnelle et les prêts. Et Je l'utilise aussi, je le confirme. Moi, j'utilise. Ah, c'est étrange. Moi, j'utilise Glyph, pas pour leur faire de la pub, mais c'est parce que t'as un truc où tu peux scanner le code barre de ton bouquin et ça te le rentre automatiquement. Et du coup, je passe ma vie quand je vais dans des librairies à scanner des trucs et juste à les ajouter à ma wishlist. Pratique. Voilà. Oui, c'est le cas pour Inventaire. C'est très satisfaisant quand la première fois que tu télécharges l'application de prendre toute ta bibliothèque et faire poup, 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 et de rentrer tous tes petits bouquins comme ça. Ouais. Bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter avant que l'on se dirige doucement vers la fin de cet épisode? Je crois pas. C'était J'aime bien. C'était dense, mais c'était cool. Ouais. Moi, je veux juste vous dire que mon micro affiche des choses dans Audacity qu'il n'affiche jamais d'habitude. Il fait vraiment il fait beaucoup de vagues par rapport à d'habitude. Il y a beaucoup de variations de son, donc j'espère que ça ira à l'écoute. Parce que j'ai du coup C'est rien chouette, changé. ça veut dire que peut-être c'est le micro qui est devant ta bouche qui enregistre. Bah, alors, c'est sûr que c'est ça. C'est vraiment sûr que c'est ça, dingue. mais c'est du coup beaucoup plus fort que d'habitude et j'ai l'impression d'être en train de crier sur Audacity alors que vraiment pas. Mais Est-ce que tu vois le haut des crêtes ou est-ce que c'est aplati contre le plafond? non, je vois le haut des crêtes. Oh, ça va. Ah, bon. Parfait alors. De toute façon, quand les gens écouteront ce podcast, ils sauront si tu satures ou pas, je crois. Hein. Eux, ils auront la réponse. Ils auront Oui, pas c'est écouté ça. jusque-là du coup pour nous le dire. C'est ça, oui. Non, on a un backup. Bien.
On termine par un petit rappel. On peut retrouver un podcast trans sur le site nre.fm de notre collectif NRE, Nouvelle Radio Euphorique, où on fait ce podcast, mais aussi d'autres podcasts qui sont mis à jour beaucoup moins souvent. Mhm. Bon, globalement, je vise personne, vu que c'est le cas de tous les autres podcasts. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Et, pas visé. Tout le monde est concerné. Tout le monde est C'est ça. concerné. mais dès qu'on a de l'énergie, on fait un podcast trans et c'est bien déjà. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Voilà. Que dire d'autre? Laissez-nous des commentaires sur nre.fm. Ouais. Est-ce que vous avez aimé l'épisode? Qu'est-ce qu'on a raté? De quoi on devrait parler? Où est-ce qu'on s'est planté? Quel jeu vidéo on a oublié? Ça nous fait plaisir d'avoir des retours. Il faut qu'on fasse comme dans Actually, où les gens peuvent envoyer des corrections sur tout ce qu'on dit et après on les lit dans le podcast. Oui, bien sûr. Oh, oh, oh. Si vous nous corrigez, on le lira. De ouf. Et si vous nous corrigez et que vous êtes gentil. Non, d'ailleurs, si vous n'êtes pas gentil, il est possible qu'on vous réponde à l'antenne. Donc, ça. Et qu'on parle mal de vous. Ouais. Zéro bienveillance. Les gens qui ont décrit l'humiliation là. Et bah, du coup, on se dit à la prochaine fois. Tout à fait. À bientôt. Merci tout le monde. Bonsoir. Ciao, ciao. Mickey est pas là, mais je vais le faire pour elle. Longue vie et prospérité. Oh. Que la force soit avec. Always. Waouh. Qu'est-ce que c'est? C'est un mogus. Alors. C'est très radiophonique. On dit qu'on a coupé là, c'est ça? Non, mais c'est pas dans l'enregistrement, ça.